Mais elle voulait changer de vie. C'est en postulant auprès d'une association de propriétaires qu'elle a trouvé cette place de concierge. Elle a eu de la chance, un très bel immeuble haussmannien dans les beaux quartiers de la capitale. Sortir les poubelles, faire le ménage, c'est d'abord pour cela qu'on paye une concierge. Colette prend son travail très à cœur. Cet immeuble, c'est un peu le sien, alors gare à ceux qui le salissent. On a mis des pics à pigeons, je m'aperçois qu'il y a encore des crottes là. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils ont dû venir par terre. Il y avait de l'eau, ils avaient soif, ces petites bêtes. Chez Colette, il faut que ça brille. Tous les matins, elle commence par une tournée d'inspection de son territoire. Ça m'énerve quand je vois des doigts sur mes cuivres ou des doigts sur mes glaces, là. Il faut attention parce que je fais un peu la guerre, mais il n'y a que au 5e, la 5e, 3e, là, c'est... Il y a plus de personnel qui passe, alors c'est pour ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, là. Les doigts des filles, enfin des gens qui prennent l'ascenseur ici. Ils sont obligés de poser la main sur la porte. Mais non, il y a une plaque exprès pour ça. Mais ils posent les mains n'importe où, quoi. Mais la plaque, elle est faite pour ça. Pousser. Oui, enfin, vous savez. Faut que ça brille. Comme pour toutes les concierges, le salaire de Colette est calculé en fonction des tâches à accomplir. Là, par exemple, ce sont les cuivres. Elle en a 25 à astiquer 4 fois par mois et ça lui rapporte 491 francs. C'est tellement beau des cuivres qui brillent. C'est quand même un bel immeuble, ça, il n'y a pas à tortiller. Hein. Ça vous aurait embêté de travailler dans un immeuble qui n'était pas aussi beau, aussi magnifique? Non, oh ben non, hein, on prend ce qu'il y a, mais j'étais ravie d'être là. Parce que quand j'ai vu l'immeuble, je dis, oh, je vais me régaler. Voilà, c'est bon. Les cuivres, les vitres, les poubelles et le gardiennage. À la fin du mois, Colette touche 6 700 francs nets payés par les copropriétaires. Ce sont ses patrons, ils habitent dans l'immeuble. Faire un peu mon lampadaire. Je suis pas haute, mais... Les tâches ménagères, ça ne lui prend que 3 heures par jour. Ça lui laisse le temps de faire des petits extras. Nous sommes chez Madame Dufour, la propriétaire qui possède tout le 4e étage. Elle est la plus ancienne habitante de l'immeuble. Colette y vient tous les matins. Voilà, vous voyez, j'ouvre ces fenêtres, j'en ai 5 à ouvrir comme ça. Bon, bah... Et ce n'est pas tout. Madame Dufour lui demande aussi de préparer son petit déjeuner. On va préparer le petit déjeuner. J'aime bien m'occuper des petites grand-mères. La théière. J'arrive par là. Pour la plupart des concierges, ce genre de petit service permet d'arrondir les fins de mois. Quelque chose, mais enfin... Pour Colette, c'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Ici, c'est un service en plus gratuit? Oui, mais vous savez, hein, elle est tellement gentille. J'ai une petite fille. Des cadeaux pour ma petite fille, je suis comblée, hein. Alors, ça vaut bien un service, hein. De toute façon, je rends service, c'est pas pour recevoir de l'argent, je le fais vraiment parce que ça me plaît. Il est 9h30, Colette reprend ses tâches de concierge, c'est l'heure du courrier. Ouf. Bon, j'ai entendu que ça a fait boum. Ah là 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 là. Quelle journée. Bon, alors. Ce n'est pas le cas dans tous les immeubles, mais ici on paye aussi la gardienne pour qu'elle porte le courrier à domicile. Pour ça, elle touche 12 francs par jour, soit 307 francs par mois. Allez-y. La tournée passe d'abord par chez Madame Dufour, Les petits chiens. qui entre-temps a pris son petit déjeuner. Madame Dufour, j'ai du courrier pour vous. J'ai pris une lettre. J'ai dû payer 4,70. Elle n'était pas au... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ça vient de Suisse, hein? Montreux. Oui, Hein, c'est ça? Sur mes cousins. Bon, voilà, ça, c'est ça. Sur mes Alors, cousins. bon, vous me paierez après, c'est pas grave, hein? Mais restez, parce que je vais en profiter pour vous donner un petit cadeau de Pâques pour Justine. Ah, comme d'habitude. Bon. Voilà. Oh. Merci, Madame Dufour. Et alors là, il y a des petits vêtements. Moi, comme d'habitude. Du 2 ans maintenant. Parce Ouais, que ah bah oui, elle Justine grandit. Le pied grossit. Et elle grandit. On lui fait la bise, les gentils.
10h30, Colette a fini ses tâches ménagères, retour à la loge. Voilà la loge. Là, une très belle pièce. Ah, mais c'est ma salle à manger, hein. Voilà, et là, c'est ma cuisine. C'est pas grand, mais c'est sympa. Oh, une chambre qui est bien sympa. Voilà. Et puis là, voilà la salle de bain. Voilà, une belle salle de bain avec baignoire et tout ce qu'il faut. Vous êtes bien logé quand même? Je suis bien logée, oui. J'ai pas à me plaindre. Je crois bien que je suis l'une des mieux logées du coin. Ça fait combien de mètres carrés? 45. Un logement quasi gratuit, Colette ne paye que 270 francs par mois. Sa loge, elle y passe le plus clair de sa journée, car elle est aussi payée pour ça, c'est ce qu'on appelle la permanence. Selon son contrat, elle ne peut s'absenter qu'entre midi et 15h et le week-end à partir du samedi midi. Là encore, ça lui laisse le temps de faire quelques petits extras, de la couture pour les habitants de l'immeuble. Ah bah, il me gratifie de temps en temps quand même, hein. Je demande rien, on me donne. Qu'est-ce qu'on vous donne en général? 50 balles. Ça va bien. Pendant ces permanences, Colette ne reste pas inactive. On la paye aussi pour surveiller les allées et venues. Oui, j'observe, j'entends que ça claque. Ah bah non, le plombier est parti. Bon. On ne pourra pas me reprocher de ne pas surveiller, hein. Mais ça me plaît en plus. Gare aux intrus. Dans le hall, Colette dispose d'une glace sans teint. Derrière cette statue, il y a sa cuisine. De là, je vois ce qui se passe dehors. J'éteins ma lumière quand je veux voir ce qui apparaît et je glisse mon rideau là au milieu et je vois qui c'est. S'il y a un intrus, paf, je sors et je le vire. Voilà. On sait tout. Il faut tout voir, tout entendre, rien dire. On dit ce qu'il faut, mais pas tout dire. Hein, parce que sinon, il y aurait des problèmes. Hein. Les places de concierge dans les beaux quartiers sont très recherchées. Avec les extras, certaines gardiennes peuvent faire grimper leur salaire de plusieurs milliers de francs. Voilà le facteur. En plus, il y a aussi les étrennes. Pour Colette, c'est peu, 4000 francs, car il n'y a que 3 habitants dans son immeuble. Mais certaines de ses collègues arrivent à toucher à Noël jusqu'à 60 000 francs d'étrennes. Mais les concierges traditionnels comme Colette sont de plus en plus rares. Il y en a 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Pour faire des économies, on les remplace par des digicodes et des sociétés de nettoyage. Le métier n'est pas mort pour autant. Aujourd'hui, c'est dans ces grands ensembles qu'on embauche. Et là, le travail n'a plus grand-chose à voir avec celui d'une concierge à l'ancienne. Ici, on préfère dire gardien. Depuis 2 ans, il existe même un diplôme, une formation dispensée par l'Éducation nationale. Lycée professionnel de Colombes, en banlieue parisienne. Voici Christine Objoie, 30 ans, ancienne ouvrière à la chaîne, au chômage. Elle retourne à l'école. On va apprendre à nettoyer les conteneurs. On a déjà appris à manier le balai. Balai Faubert, balai trapèze. Ah, c'est plusieurs sortes de balais. Oui, il y a plusieurs sortes de balais, oui. Bon, et tu vas passer la serpillière. Aujourd'hui, cours d'ergomotricité ou comment apprendre à passer la serpillière avec une technique professionnelle. Bon, alors est-ce que vous pouvez me dire quelle est la position de son dos quand elle passe la serpillière? Elle est légèrement penchée en avant. Alors, bon, je dois rester droit, hein. Bon, là, si je veux aller plus loin, je suis obligée de me pencher en avant. Et bien là, pour aller plus loin, qu'est-ce que je fais? J'avance les pieds. J'avance les pieds, hein. Alors vas-y, fais-le, sans te pencher en avant. Si on leur apprend ces gestes quotidiens, c'est pour une raison bien précise. En reculant, voilà. Sur l'ensemble des accidents professionnels, 50% sont dus à des problèmes de dos. Donc, il faut absolument faire une prévention et apprendre aux gens à ne pas se faire mal au dos, comme tu fais d'habitude. pour ne pas se faire mal au dos, on leur apprend aussi à monter un seau dans les escaliers en gardant la bonne position. Après les travaux pratiques, la théorie. Alors ce matin, les ordures ménagères. Comme Christine, ils sont 17 à suivre ces cours. Tous sont chômeurs et continuent à toucher leurs indemnités. C'est le conseil régional qui finance leur formation. Dans 6 mois, un examen. À la clé, un diplôme de gardien d'immeuble. Qu'est-ce qu'on trouve dans les ordures ménagères? Souvent de l'huile de voiture, ça arrive souvent. Alors, des cartons. Tous ces candidats ont été sélectionnés par les offices HLM. Ce qui compte, c'est d'abord la motivation.
toute façon, il faut avoir un esprit pour être gardien. Hein. Ça, c'est si on n'a pas l'esprit gardien. Pourquoi l'esprit gardien? L'esprit gardien, c'est déjà d'être au service des autres. En fin de compte, c'est ça. Et aimer la propreté, aimer le contact. C'est aussi très important. Et savoir rendre service, aimer rendre service aux autres. Être gardien de HLM aujourd'hui, ça ne se limite pas aux tâches de nettoyage et de surveillance. Le lendemain matin, on va leur apprendre à faire visiter un logement à un futur locataire. Objectif, convaincre le client de s'installer dans ces appartements qui ont parfois du mal à trouver preneur. Donc là, à gauche, vous avez... C'est un jeu de rôle. Christine joue la gardienne. Tout son argumentaire est filmé par un autre stagiaire. Il sera ensuite décrypté. Vous avez tous les écoulements de gardiens. 3 enfants, j'ai 2 filles. 2 filles et un garçon. Donc vous avez une chambre ici. Oui. Donc là, il n'y a pas de prise téléphone. Par contre, il y a une chambre où il y a une prise téléphone. Bon, vous avez vu le regard d'un locataire. Cela fait maintenant 3 semaines que nos stagiaires ont commencé leur formation. Ils savent déjà que leur métier ne sera pas une sinécure. Est-ce qu'elle est convaincue? Enfin, moi je pense, je sais pas si les autres pensent pareil, qu'en étant gardien, c'est un peu notre petite entreprise à gérer, moi je dis. Cité HLM de Port-Royal, à Montreuil, en banlieue parisienne. Ce matin, Christine Objoie a rendez-vous ici. Elle va y passer 3 semaines en stage d'observation pour apprendre son futur métier. Elle, c'est Monique Romano, la gardienne adjointe. Ça va bien? Ça va, et vous? Et voici son mari, le tuteur de Christine. C'est un ancien mineur de fonds reconverti depuis 8 ans. Très bien. Merci. On y va? Oui, on y va. Pour le deuxième jour? Oui. Ici, on ne parle pas de loge, mais de bureau d'accueil. À eux deux, les époux Romano gagnent 10 500 francs nets. Rien à voir avec une concierge traditionnelle, Monsieur Romano gère une résidence de 840 habitants. Il a de grosses responsabilités. Ce matin, il va justement faire l'état des lieux d'un 2 pièces avec Fernande, une future locataire. Voilà. Alors ici, vous allez voir, vous allez être tranquille. C'est les petits oiseaux qui vous réveillent le matin. Le gardien se comporte comme un agent immobilier car c'est lui qui représente le propriétaire, l'office HLM. Des dalles plastiques. Bon, ils sont en bon état, hein, ils sont pas déchirés. Ah, il y a des traits, oui, c'est vrai. Écoutez, on va les marquer, 1, 2, on va les compter, comme ça on va les localiser, 4, 5, d'accord? 5 dalles rayées. Hein. Si quelque chose est dégradé dans l'appartement au départ de cette locataire, c'est le gardien qui dressera l'addition. Il sera seul juge des dommages à payer et M. Romano le fait bien comprendre à sa locataire. Le jour où vous partez, vous inquiétez pas, le jour où vous partez, s'il n'y a vraiment qu'une dalle en plus de rayée, on ne va pas vous compter 2 francs 10, madame, on fermera les yeux, c'est la société qui prendra ça à sa charge. Désormais, M. Romano a une locataire de plus à gérer. Et c'est du travail, car le gardien, c'est un peu le chef du village, appelé à l'aide au moindre problème. On a de la chance, on a une belle journée aujourd'hui. Oui. Ouais. J'ai 300 locataires, 300 problèmes différents. Soit c'est le plombier, soit c'est l'électricien, soit c'est le passage pour les cafards, soit c'est un robinet qui fuit. Il y a en permanence quelque chose à faire. Et en permanence, M. Romano doit faire respecter le règlement de la cité. Vous n'avez pas le droit de faire des réparations dans la résidence. Ah ouais. Et oui, parce que sinon vous allez mettre plein de tâches sur le macadam et puis après tout le monde va faire leur vidange et tout. Donc j'aimerais que vous évitiez de réparer votre voiture sur le parking. Il y a des garages spécialisés pour ça, et ainsi de suite. D'accord ? Si vous ne faites pas de preuve d'autorité, c'est l'anarchie. Hein. Et donc lui, il change juste une bougie, l'autre il va faire sa vidange, l'autre il va commencer à changer ses ailes, et la cité va se dégrader en un rien de temps. Donc il faut vraiment tout de suite, dès le départ, il faut interpeller les gens et puis leur dire, écoutez, voilà, le règlement c'est ça, vous payez un loyer, c'est vrai, mais il y a un règlement, il faut le respecter. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, tout se passe bien, tout est propre, tout est bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er du mois. C'est le jour où l'on affiche dans les cages d'escalier les avis de paiement des loyers. Ça, c'est le travail de Madame Romano, la gardienne adjointe, et de sa stagiaire. Au total, elles ont 300 quittances à distribuer dans les boîtes aux lettres. Car dans une cité HLM, c'est le gardien en personne qui encaisse les loyers. Il suffit pour cela de se présenter à son bureau avec un chèque ou un mandat, comme cette jeune femme. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Asseyez-vous, je vous en prie. Je donne ça. Le loyer? D'accord. Et votre dame m'a dit que vous aviez des formulaires pour les préavis.
Donc je viens faire mon préavis. Bonjour. Voilà, très bien. Vous pourriez le signer, s'il vous plaît? Je sais pas signer. Vous avez oublié. Je fais ça à toute vitesse, là, Oui. je vais passer. C'est pas grave, hein, mais bon. Là, pas de problème, la locataire paye tout de suite des réceptions de sa quittance. Mais tous les mois, 5 ou 6 locataires se font un peu attendre. Aujourd'hui, justement, il y en a un qui a une difficulté passagère. L'office HLM a prévenu M. Romano. La société m'a envoyé un document comme quoi qu'il n'aurait pas payé son loyer. Le loyer du mois de février. Hein, donc, on va consulter son compte et puis on va se rendre compte s'il a payé ou pas. Pour ça, il lui suffit d'un coup d'œil sur le Minitel. Il est directement relié à l'ordinateur de l'office HLM. 47. Le retardataire doit au total 6 300 francs. Monsieur Romano doit tenter une médiation. Le locataire est justement sur le parking. Et au passage, petit rappel à l'ordre. Bonjour messieurs. Vous savez que c'est interdit de faire de la mécanique, hein? Oui, je sais. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, hein? Oui, je sais, monsieur. Ça va? Je sais. Vous n'avez pas me frapper quand même? Non, pas du tout. Non, mais c'est interdit de faire de la mécanique, hein? Oui, je sais. D'accord, très bien. Je peux vous voir 2 secondes avec votre dame? Hein? Oui, mais alors vite fait. Ouais. Excusez-moi, monsieur Daudet, hein? Je vous prends. Bonjour. Vous allez bien? Dites-moi, j'aurais voulu qu'on aille au bureau peut-être pour discuter un peu, c'est au sujet du loyer. Oui. Hein? Donc comme il y avait un mois de retard le mois dernier... Puis... Ça y est, je l'ai appelé. C'est bon, c'est fini ce mois-ci. C'est-à-dire? C'est fini là ce mois-ci, là. Ça y est. Vous avez régularisé? Non, on paye tout ce mois-ci. Vous allez payer tout ce mois-ci? Ça y est. Je pourrais avoir une date, parce que c'est mon patron qui me demande une date éventuellement, si jamais vous avez une date, quand est-ce que vous allez... Bah là, dès que tu mets les feuilles de loyer, là. Bah ça y est, ils sont déjà mis, donc... Bah, ils y sont depuis aujourd'hui aussi. Ouais, depuis aujourd'hui. Donc demain ou après-demain, vous allez passer au bureau pour régulariser la... Après-demain, normalement. Après-demain. Ouais. Bah oui, t'as 3 jours, c'est ça? Oui, tout à fait, moi, oui, je donne jusqu'à vendredi. Moi, je te donne un chèque et puis c'est basta. D'accord. Ok? D'accord, parce que... 19h, Monsieur Romano a fini sa journée. Dès que j'ouvre cette porte, c'est fini, là je suis chez moi. Donc voilà, ici vous êtes dans le séjour. C'est un logement de fonction, 58 mètres carrés. On est dans la chambre de mes 2 enfants. Normalement, le loyer serait de 1400 francs par mois, mais pour Monsieur Romano, c'est gratuit. Et ce n'est pas tout, son employeur lui rembourse aussi ses impôts locaux, 2000 francs par an. Si l'on inclut tous ces avantages en nature, le salaire cumulé de Monsieur et Madame Romano équivaut à 12 000 francs nets par mois. Donc voilà. Et du travail, il y en a. Rien qu'en Ile-de-France, les offices HLM recrutent chaque année 700 gardiens. Voilà, et ces gardiens, ces concierges ont des employeurs. Marc Fontenoy, vous êtes l'un d'entre eux. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Vous êtes l'un d'entre eux parce que vous êtes syndic. On découvrira plus tard dans cette émission ce que fait un syndic, c'est-à-dire que vous gérez les immeubles, les propriétés pour le compte des copropriétaires. C'est pas votre argent, vous êtes rémunéré pour ça, vous avez des honoraires, et vous gérez tous les frais, dont les frais de personnel d'entretien. C'est le terme. Alors, on a vu dans ce reportage ce dernier couple qui gagnait 10 500 francs nets à deux. Avec des tâches, des responsabilités importantes dans un immeuble, dans une propriété où il y a beaucoup d'appartements. Ça semble pas énorme. Quelle est la fourchette de salaire? Là, je pense que c'est une rémunération plutôt basse et ça peut aller je dirais 2 fois à 3 fois cette rémunération. Ah, ça peut aller jusqu'au double, voire plus. Tout à fait. On a des cas qui sont du triple de cette rémunération. Qui reste exceptionnel malgré tout. Qui reste exceptionnel, mais plus courant. Là, on est dans un cas HLM, dans un cas copropriété. Ils sont souvent plus élevés que cette rémunération. Et dans le cas du premier exemple que nous avons vu, cette concierge qui est dans un immeuble très bourgeois du 16e arrondissement à Paris, quartier très chic de Paris, là, la fourchette, c'est... La fourchette est plus réduite parce que le nombre de copropriétaires est plus réduit. Oui, c'est-à-dire... Donc les unités de valeur sur le contrat sont moins importantes. Et la fourchette est de... Je dirais que ça va jusqu'à 10 000 francs. 10 000 francs, oui, de 6 à 10 000. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez contrôler le travail des gardiens, des concierges? Est-ce que vous faites des tours régulièrement pour voir si ils font tout ce qu'ils ont à faire? Il est certain que les gestionnaires doivent contrôler les gardiens, mais c'est vrai qu'ils sont loin. Ils viennent une fois par mois. Et bien souvent, ce sont les copropriétaires qui contrôlent les gardiens, qui les contrôlent des fois même de façon très très active, un peu de la suspicion, quoi. C'est-à-dire? Ils les espionnent un peu, ils font un rapport au syndic, voilà. Vous recevez des mouchards, des copropriétaires qui vous disent je suis pas content, avec des preuves. Je dirais que tous les jours on reçoit des réclamations de copropriétaires qui se plaignent de leurs gardiens
Et donc c'est le rôle du syndic, si c'est justifié, de faire le nécessaire auprès du gardien, parce que le syndic, lui, n'est pas en permanence sur le dos de son gardien. Comme vous dites tous les jours, il y en a aussi qui font ils sont très contents. On a une centaine de gardiens, donc il y en a qui sont très très bien. Ouais. Mais c'est vrai que quand le cas commence à s'exacerber, ça devient difficile. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de licencier? Tout à fait, on fait les procédures normales, on fait un licenciement qui est difficile puisque le gardien a quand même souvent des appuis, il est en permanence sur la résidence. Bien souvent, c'est un licenciement transactionnel qui passe le mieux, quoi. Inversement, est-ce que tout ce qu'ils font rentre dans le cadre du droit du travail? On a vu que les gardiens et les concierges, on a vu qu'ils avaient des astreintes très fortes. Ce premier cas dans le reportage où cette femme ne peut sortir de chez elle qu'entre midi et 3 heures de l'après-midi, ils travaillent beaucoup plus de 39 heures, là. Ils travaillent plus que 39 heures, mais ils font surtout des permanences aussi de nuit. Qui sont tout à fait légales, qui sont d'ailleurs peu rémunérées, puisque je crois que c'est 500 francs par mois la rémunération de la permanence de nuit, mais c'est dans le cadre normal d'un contrat de travail de gardien. Alors, on va remarquer que ces charges sont importantes aujourd'hui dans les charges d'un immeuble, puisque ce sont les principales. 25% des charges sont représentées par les frais de personnel d'entretien. 24% le chauffage, c'est la deuxième des charges en ordre d'importance, devant tous les travaux, les ravalements, les travaux d'entretien, d'investissements divers. L'eau, 8%. Vos honoraires de syndic, ça je dis pas les vôtres personnellement, mais en moyenne, 7%. Voilà l'essentiel des charges. Comme le chante MC Solar, est-ce que parfois les copropriétaires sont tentés de remplacer les gardiens qui représentent des charges importantes par des digicodes, des systèmes de sécurité passive qui sont très en vogue? Tout à fait. C'est-à-dire que le digicode ne remplace pas le gardiennage, mais c'est vrai que dans la mesure où la société et les problèmes financiers sont importants, et il y a des copropriétés où les charges de gardiennage sont bien plus importantes que 25%, il y en a que ça monte jusqu'à 50%, on a un exemple chez nous de 50% de charges. Ils ont tendance à essayer de diminuer ces charges de gardiennage, alors par des moyens de sécurité comme les digicodes, par des alarmes dans les ascenseurs, par des alarmes dans les chaufferies, on essaye de faire diminuer les charges. Et c'est vrai que la tendance est plutôt une diminution du nombre de gardiens. Dans les grandes villes? Dans les grandes villes, bien sûr. Mais en même temps, à la fin du reportage, on disait qu'on en embauchait. Donc, alors on en embauche parce qu'il y a un renouvellement permanent, mais disons par exemple les immeubles modernes, bien souvent, n'ont plus de gardiens, puisqu'ils ont des systèmes de sécurité interne. C'est vrai qu'on en embauche parce que ça se renouvelle. D'accord, mais on en embauche plutôt moins. Tout à fait. Qu'on en embauchait il y a quelques années. La tendance est plutôt à la diminution. À la diminution. Merci. D'ailleurs, on vous retrouvera plus tard dans cette émission, puisque vous intervenez dans un des reportages dans la deuxième partie. Donc, on vous reverra dans un reportage cette fois, puisque vous intervenez aussi pour des propriétaires en difficulté, et nous en verrons plus tard dans cette émission. Alors, les digicodes, les interphones, aujourd'hui, c'est très très difficile d'intervenir, de rentrer dans un immeuble sans avoir sans montrer patte blanche, comme l'on dit. Ces moyens de sécurité sont-ils véritablement sûrs, efficaces? Qui possède les passes? Quels sont ceux que les industriels préparent pour demain, pour rendre la sécurité encore plus sophistiquée? L'inventeur du digicode, qui a fait recette, le digicode, a-t-il lui fait fortune? Tout ça, c'est un reportage de Christophe Brelet, de Christian Ingeyan et de Laurent Tchouming. Strasbourg, 8h30. Voici toutes les clés des immeubles du quartier. L'homme qui les possède est éboueur. Tous les matins, lui et ses collègues rentrent et sortent les poubelles des Strasbourgeois. Ici, c'est la tradition. Seulement voilà, aujourd'hui, sécurité oblige, il y a de plus en plus de portes fermées à double tour, même pour accéder au local à poubelle. Il leur faut donc avoir les clés, toutes les clés, et que pas une ne manque. Ça fait combien de kilos? Oh, il y a bien 2-3 kilos passés, oui. Largement. Rien que pour vous? Rien que pour moi déjà. Et combien d'immeubles là-dedans? Oh yeah. Je sais pas, un paquet. On sait pas trop là. 200 pas tout à fait 200 clés. 200 clés pour cette seule tournée du centre-ville, mais au total, ce sont 6000 clés que doivent gérer tous les éboueurs de Strasbourg. Pour ne pas se tromper, ils ont leur truc. C'est un petit secret, faut pas tout raconter, hein. Mais c'est le trousseau du 22 novembre, c'est le trousseau 1. Est-ce que si vous perdez votre trousseau, quelqu'un peut savoir... Plus personne ne peut faire avec quoi que ce soit. Ne peut pas l'utiliser, le réutiliser. Pourquoi? Parce que c'est un trousseau codé, et la personne devrait savoir le code du trousseau, quoi, pour pouvoir travailler. Bah, faut bien les savoir, les clés, il faut bien compter un mois et demi. Au moins. Ça, il faut. Des clés pour protéger les entrées des immeubles, c'est lourd à gérer pour les éboueurs, mais aussi pour les habitants. Heureusement, on a inventé un système beaucoup plus pratique. Le clavier à code. Pour ouvrir la porte, il suffit de connaître le code. Un système idéal pour éviter l'entrée des démarcheurs, des importuns ou des squatteurs.
7 immeubles sur 10 sont aujourd'hui équipés d'un digicode. Digicode, le nom figure au dictionnaire, c'est en fait une marque déposée passée dans le langage courant, comme frigidaire ou mobilette. Et ce digicode a un inventeur, il s'appelle Bob Carrière. L'idée, il l'a eue il y a presque 30 ans. Eh bien, j'ai vu un dessin animé à la télévision dans lequel un cuisinier avait mis un cadran téléphonique sur sa porte de réfrigérateur pour éviter qu'on ne lui pique ses bocs de bière. Et j'ai tout de suite pensé qu'il y avait une transposition à faire sur les portes d'appartements ou les portes d'immeubles. Le premier digicode qu'il a vendu a été installé avenue Montaigne, dans les quartiers chics de Paris. Une première dont il était très fier et qu'il montrait régulièrement à ses enfants. C'est ici. Je vais amener mes enfants voir le tout premier ou presque des digicodes qui a été installé à Paris. À l'époque, bien sûr, le système était beaucoup plus rudimentaire. Bob Carrière a conservé le premier prototype qu'il a fabriqué de ses mains, une véritable pièce de musée. Et le voici. Eh bien, en fait, j'ai fait fabriquer le cadre par un menuisier à la campagne, près de ma propriété. Et les touches sont des touches de machine à écrire. Ce ne sont pas des touches d'ordinateur, car à l'époque, le mot ordinateur était pratiquement inconnu. Et ça marchait quand même. Et ça marchait. Peut-être pas très longtemps, mais ça marchait. Aujourd'hui, c'est 700 000 digicodes qui barrent l'accès des immeubles. Alors Bob Carrière a-t-il fait fortune avec son invention? Inventé en 1970, son digicode n'a commencé à bien se vendre que 5 ans plus tard, et déjà des concurrents étaient apparus et copiaient son système. Bob Carrière avait bien déposé un brevet qu'il conserve précieusement dans son appartement, mais ça n'a pas suffi. Le brevet en lui-même n'est pas mal fait, seulement il aurait fallu que je le défende juridiquement alors que je ne l'ai pas fait. Il a donc perdu une part du gâteau. Mais les bénéfices de sa société lui ont permis de s'offrir cet appartement de 90 mètres carrés avec terrasse, plus une somptueuse propriété dans Lyon, avec piscine et tennis. Lorsque le digicode a permis de générer des profits significatifs, mes revenus ont été multipliés par 4 ou 5 à ce moment-là. C'était de l'ordre de 100 ou 120 000 francs par mois. Les derniers dividendes de son invention, Bob Carrière les a touchés il y a 2 ans en vendant sa société et la marque Digicode qu'il a créée pour quelques centaines de milliers de francs. Et il y a des usines à Digicode. Dans cet immeuble à Pantin, en banlieue parisienne, on en assemble 2000 par mois. Exclusivement à la main. Impossible de faire autrement. Il y a une centaine de modèles différents. C'est la conséquence des exportations développées par David Benamou, le PDG. On a beaucoup de modèles et ça c'est dans le monde. Donc il y a des spécificités à chaque pays. Il y a des pays où ils veulent un blocage quand on se trompe de code. Il y a des pays où ils ne le veulent pas. C'est assez spécifique. Donc avoir des chaînes automatiques, ça ne serait pas rentable. Pour être sûr que ça marche, les digicodes sont testés en fin de chaîne, à la main, toute la journée. Vous en vérifiez combien par jour des digicodes? Des digicodes, ça arrive dans l'ordre de 100, 150 par jour. Ouais. Toute la journée, vous appuyez sur les digicodes? On teste oui, toute la journée. Vous n'en avez pas marre quand vous allez visiter des amis et que vous devez encore appuyer sur des digicodes? Non, force on a l'habitude. Des digicodes, il en existe de tous les styles. Ah oui, on était là à 8h30. Il y en a des encastrables, des ultra plats, en acier ou en laiton. Avec interphone incorporé, il y a même un modèle à toute épreuve. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il a? Donc il est tout en inox, il fait 4 mm d'épaisseur, des systèmes de fixation à vis inox anti-vandale, le clavier qui est des touches décolletées, l'éclairage c'est de la masse inox complète et qui est agréé par les offices d'HLM, c'est-à-dire qu'il résiste vraiment à un fort vandalisme. Le digicode anti-vandale, ici à gauche, c'est 6600 francs prix installé. Mais il faut compter 11 000 francs pour cet appareil en laiton réservé au quartier chic. Les digicodes pour protéger les immeubles, c'est bien, mais ils ont un point faible, cette serrure. C'est la seule solution qu'ont trouvé les copropriétaires pour continuer à recevoir leur courrier. Pour utiliser cette serrure, il faut une clé spéciale.
Alors qu'est-ce que c'est que cette clé exactement là, madame? C'est une clé qui nous permet d'ouvrir les portes des immeubles. C'est un passe, c'est ça. Cette clé, la Poste l'appelle le passe-T. Et ici à Caen, en Normandie, comme partout en France, tous les facteurs en ont une. Alors la clé, c'est bien quand il n'y a personne. On entre quand il n'y a personne. C'est vrai que cette clé, c'est leur principal outil de travail. Les facteurs en sont responsables. Voilà. Cette clé, parfois, on vous a demandé d'en faire des doubles? Ah non, pas le droit. Hein. On n'a pas le droit de... Même à un particulier, on n'a pas le droit de donner un double, rien de tout ça. Il faut être de la Poste. Car c'est bien la Poste qui a proposé cette solution quand Interphone et Digicode se sont multipliés. Le passe-T est donc un précieux sésame. Du coup, il y a des consignes spéciales. Les consignes spéciales, c'est surtout de ne pas la donner pour qu'elle soit dupliquée, ni de la vendre, et de ne pas la perdre, puisqu'on met bien l'accent sur le fait que ça ouvre toutes les entrées d'immeubles. La donner ou la vendre, c'est arrivé? Il y a des facteurs qui l'ont donné? Au départ justement de la mise en place de ce passe-T, on a entendu dire qu'il y avait des gens qui... C'était très recherché. C'était une clé très recherchée. Et oui, ça permettait d'entrer dans les immeubles. C'est ainsi que cette clé s'est répandue. Agents immobiliers ou distributeurs de prospectus s'en servent tous les jours. Est-il si facile aujourd'hui de se la procurer? Nous avons posé la question à un serrurier qui installe des digicodes. Nous, en tant que professionnels, on vante les mérites d'un digicode, d'un interphone par rapport au contrôle d'accès. Si on fournit ces clés, on se démolit automatiquement. Parce qu'après, on va aller dans les syndics d'immeubles, on va leur dire mettez un digicode avec un passe PTT, et puis vous n'aurez pas de problème. On ne peut pas avoir de discours. Il faut se tenir à un code de déontologie qui est soit on vend la clé, soit on ne la vend pas. Pour ma part, je ne la vends pas. Ce discours n'est pas celui de tous les serruriers. Je voudrais une clé de facteur. Est-ce que vous pouvez m'en faire une? Une clé de facteur. Oui, vous avez le modèle? Non. Vous en avez un? Je peux vous en faire un si vous voulez. Oui. Vous ne verrez pas son visage car reproduire une clé de facteur, c'est très mal vu par la profession. Pourtant, il n'y a là rien d'illégal. Moins de 2 minutes plus tard, et pour 20 francs, voici la copie parfaite d'un passe de facteur. C'est difficile à faire? Non. Il faut juste le modèle de la clé, c'est tout. Si vous n'avez pas le modèle, vous pouvez reproduire la clé quand même? Non, il faut le modèle. Et vous, le modèle, où vous l'avez eu? C'est... Tout le monde là, de toute façon. Oui. C'est facile à trouver. Oh bah oui, même au puces, si vous voulez. Cette clé, nous l'avons testée. Premier digicode. Ça marche. En fait, 8 fois sur 10, cette clé a ouvert la porte de l'immeuble. Il n'est pas interdit de la posséder ni de la revendre. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Car pénétrer dans un immeuble sans y avoir été invité peut être assimilé à une violation de propriété privée. Cette serrure, sur la plupart des digicodes, c'est bien le maillon faible. Du coup, la Poste a inventé un nouveau système. Il s'appelle Vigic et est testé à Caen depuis 2 ans. Vigic, c'est ce badge électronique qui ne donne qu'un accès temporaire à l'immeuble. Tous les jours, la chef de service programme de nouvelles autorisations sur cet appareil. Et pour que leur badge soit valable, les facteurs doivent le recharger chaque matin. Un système issu de technologies de cryptage militaire, il a coûté 15 millions de francs. La Poste cherche à le rentabiliser. Nous allons demander une somme aux industriels pour chaque serrure vendue, de façon à récupérer une partie de nos frais de recherche-développement. Nous ne récupérons pas la totalité de nos frais de recherche-développement sur le marché français. À chaque serrure Vigic installée, la Poste touchera à 10 francs. Mais pour rentrer dans ses frais, il faudra vendre Vigic dans de nombreux pays. Mais de nouveaux systèmes de contrôle d'accès, il n'y en a pas qu'un seul sur le marché. À Pantin, chez les fabricants du digicode, voici comment se passe l'arrivée des employés tous les matins. Il est 8h30. Bonjour Orphée, c'est Marc. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte ce matin? Vous dites toujours ça à l'ambulateur? Non, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Qu'est-ce que vous dites d'habitude, par exemple? Je lui dis la date des fois, le temps qu'il fait. Je lui parle comme si c'était une amie. Ça marche? Ça marche, oui.
Ce n'est pas une amie, car derrière ce qui ressemble à un interphone, il y a un ordinateur qui reconnaît votre voix. Avantage du système, à partir du moment où vous êtes enregistré, plus besoin de clés, de codes ou de badges électroniques. Quand vous avez un badge, pourquoi pas, mais vous pouvez le perdre, vous pouvez ne pas le prendre avec vous. Bon, votre voix, en théorie, vous l'avez avec vous tout le temps, vous ne pouvez pas la prêter. Le système s'appelle Orphée. Et il est international. Peu importe ce qu'on lui raconte, l'essentiel est de faire entendre sa voix. Bonjour Orphée, il faudrait m'ouvrir la porte, il faut que je rentre. Orphée, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Elle veut pas m'ouvrir la porte, hein. Orphée. Faut que je parle longtemps. Que je raconte une histoire. Il était une fois, dans la vie de 2 fois, il m'a chanté 2 fois. Contrairement à Vigic, le système de la Poste, qui est en théorie infalsifiable, Orphée peut-il être trompé par un bon imitateur? Merci. Jusqu'à aujourd'hui, non, on n'a pas réussi à pirater le système. Pour le pirater, je vous dis, il faut enregistrer la voix de quelqu'un dans un studio, donc avec des sons parfaits, et d'avoir un matériel de reproduction du son parfait. Donc, très difficile à le pirater. D'ici 2 ans, Orphée devrait tenir dans un boîtier comme celui-ci et coûter entre 5 et 10 000 francs. Microcontrôleur. L'un des premiers clients pourrait être cette copropriété du 20e arrondissement de Paris. Dans la villa des Nymphéas, on est obsédé par la sécurité. Voici Stéphane Lyon, c'est l'un des responsables des copropriétaires du bâtiment 6. Pour rentrer chez lui, il doit avoir une bonne mémoire. Premier code, oui. Ça, c'est pour l'entrée de la résidence. Ensuite, il y a un 2e code pour entrer dans son immeuble. Et ce n'est pas fini. Nous sommes dans le hall des boîtes aux lettres qui sert de sas. C'est ici que se trouve un 3e boîtier couplé à l'interphone. Alors, à l'origine, il y avait un code, mais pour éviter justement que le code soit diffusé à n'importe quel intervenant, nous avons chanté les codes et nous restons donc uniquement avec l'interphone, ce qui permet d'avoir un degré de sécurité supplémentaire. Ça, c'est le pass PTT, qui est aussi déconnecté, qui ne fonctionne absolument pas. On ne peut pas ouvrir cette porte-là avec le pass PTT? Absolument pas. Pour cette 3e porte, il faut donc impérativement avoir la clé. Alors c'est d'ici qu'on peut accéder aux appartements en fait? Exactement. Nous nous trouvons donc dans le hall de l'immeuble et vous avez donc les portes d'accès par les escaliers aux étages ainsi que la porte d'accès qui vient des sous-sols pour aller au parking. Elles sont blindées et les serrures sont protégées. Vous avez des cornières anti-pince, donc une sécurité maximum par rapport à ce type de serrure. Pour monter dans les étages, il n'y a donc que l'ascenseur. L'ascenseur, comme vous pouvez le voir, est stationné à l'un des étages. Et pour le faire descendre, je suis donc obligé de manipuler la clé pour l'appeler. Il est toujours stationné au 1er étage, l'ascenseur? Voilà, c'est ça. Au 1er étage. Et donc, je peux accéder. Et comment font vos invités quand ils viennent vous voir? Alors, les invités utilisent l'interphone. Et de ce fait, par l'interphone, je débloque l'ascenseur. C'était un double emploi. Non seulement je déclenche la gage de la porte d'accès à l'immeuble, et en plus je débloque l'ascenseur. Dans l'éventualité où une tierce personne s'introduirait avec eux ou profiterait de la sortie d'un occupant, à ce moment-là, la tierce personne serait bloquée au niveau du hall de notre immeuble, puisqu'il ne pourrait ni accéder dans les sous-sols, ni aux étages, et encore moins utiliser l'ascenseur. Bref, un vrai parcours du combattant. Et que se passe-t-il si Stéphane Lyon oublie ses clés? C'est pas si terrible à partir du moment où il y a un autre occupant dans mon appartement. Sinon, je suis effectivement bloqué dehors. Parce que cette fois-ci, je ne peux plus accéder dans mon immeuble et je ne peux même pas retourner, en imaginant que j'oublie ma clé dans la voiture, je ne peux même pas retourner dans le parking, puisqu'elle est aussi protégée par un accès par clé, dans ma voiture pour récupérer ma clé. C'est terrible. Ça, c'est terrible, ça m'est arrivé une fois et c'est assez terrible, effectivement. Comment vous en êtes sorti? Heureusement pour moi, mon épouse était là. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on entend là? Eh bien, c'est mon boîtier qui me signale que mon alarme est connectée et que par conséquent, je dispose de quelques secondes pour interrompre. Voilà. Chaque utilisateur a une alarme individuelle qui, si jamais elle se déclenche, et si on ne rentre pas la clé dans ce boîtier-là, à ce moment-là, elle va se répercuter soit chez le gardien, soit sur une société de télésurveillance. Donc tous les copropriétaires ont la même alarme dans leur appartement? Exactement. La multiplication des contrôles d'accès, c'est l'un des arguments qui a incité M. Lyon à s'installer dans cette copropriété. C'était compris dans le prix d'achat de l'appartement.
Protéger son immeuble, c'est devenu pour certains une obsession, mais y rentrer, pour d'autres, c'est un jeu d'enfant. C'est ce qu'on rêve de faire quand on est gamin, ça, sonner sur toutes les sonnettes. Ouais. Bon, quand ça répond, ça va. Oui, bonjour le facteur, le courrier, pourriez-vous m'ouvrir la porte? Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. David Benamou, on vous a vu dans ce reportage. Juste une question avant de passer à la suite de cette émission. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite? Parce que c'est un marché en pleine explosion, ce marché de la sécurité. Et on a l'impression qu'il y a des systèmes de plus en plus sophistiqués. Là maintenant, la reconnaissance vocale. Quelles seront les prochaines étapes? Alors effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les systèmes biométriques comme la reconnaissance vocale. La biométrie, ça veut dire biologie et la mesure de l'être humain. Il y a des gens, on a vu, qui doivent parler un peu plus longtemps que d'autres pour être reconnus. Voilà, effectivement. Donc, si vous voulez, le système est aujourd'hui fiable à 100% au niveau de l'accès, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas quelqu'un qui n'est pas admis dans la base à rentrer, mais quelquefois, on est obligé de parler un petit peu plus longtemps pour être reconnu, puisque la voix a beaucoup de paramètres et qu'elle peut un petit peu changer. Et aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question, on travaille donc sur les systèmes biométriques, comme l'empreinte digitale ou d'autres systèmes, donc un petit peu plus compliqués, comme la salive ou des choses comme ça, pour le contrôle d'accès. La salive, comment ça se passe? Il faudra faire, Oui, non, la salive, il ne faut pas cracher sur l'interphone, donc il ne faut pas faire ça. Mais théoriquement, si vous voulez, le système est vraiment au départ, l'étude. Donc c'est pour reconnaître l'ADN au niveau de la salive. Et là, on aura une petite pipette où on mettra la salive. J'ai entendu parler aussi de système d'odorat. Alors, il y a des gens qui travaillent sur ce système, puisque chacun a son odeur interne propre, et donc sur un nez électronique qui va pouvoir reconnaître les gens. Eh bien, bon, écoutez, merci. Juste combattre une idée reçue, c'est que le nombre de cambriolages est en baisse sensible. Il y a 10 ans, il y avait chaque année, dans les résidences principales, 216 000 cambriolages, à peu près 650 par jour. Et 10 ans plus tard, en 1996, il y en avait plutôt un peu moins. Une baisse sensible, pas très importante, mais en baisse tout de même si effectivement le sentiment fait que de plus en plus de gens souhaitent assurer la sécurité de leur habitation. Oui, je pense que les systèmes de contrôle d'accès contribuent effectivement à une sécurité, mais ils ne sont pas vendus uniquement pour de la sécurité, ils sont vendus pour une tranquillité. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie d'être importuné par n'importe qui, donc vous avez envie d'avoir un filtrage à la porte d'entrée pour pouvoir accepter les amis et pouvoir refuser les intrus. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. On parlera du prix de l'entretien d'un immeuble dans la deuxième partie de cette émission, après une page de publicité. À tout de suite. Installation d'un ascenseur, escalier refait à neuf, comment se prennent les décisions? Tournage de film, panneaux publicitaires, combien peut vous rapporter votre appartement? Les secrets de votre immeuble, deuxième partie de cette émission. Les charges de votre maison ou de votre appartement représentent des sommes importantes. L'entretien d'un ascenseur ou d'une cage d'escalier, les consommations de chauffage, d'eau, les travaux de ravalement. Comment se décide entre voisins le montant et la mise en place de toutes ces dépenses? Qui sont les syndics dont nous avons un peu parlé dans la première partie de cette émission et qui gèrent votre immeuble? Peut-on leur faire confiance? Comment contrôler les sommes qu'ils engagent en votre nom? Que vous soyez locataire ou propriétaire, quel recours avez-vous si ces sommes vous paraissent exagérées? Enquête de Jean-Marie Gouat, Raphaël Bourdelon, Isabelle Vigouroux. André Fonteny, 57 ans, profession charcutier. Alors Didier là, un beau président comme ça là, alors, hein? Ça va sinon? Oui, très bien. Heureux? Oui. Dans son quartier du 18e arrondissement de Paris, on le surnomme le président. Parce qu'au sein de son immeuble, il est en quelque sorte le chef de tous les propriétaires. Son immeuble le voici, 50 copropriétaires, 50 personnes qui chaque mois se partagent les frais d'entretien et de gestion de l'immeuble. En tant que président, André Fonteny se fait un devoir d'inspecter les parties communes. Et en ce moment, il a un petit souci avec l'ascenseur. Disons que l'ascenseur, au point de vue porte, elle est réglementaire, mais disons qu'elle ne se referme pas automatique. Donc on a des problèmes quand des personnes oublient de la refermer, comme ceci, et les personnes ne peuvent plus le prendre. Alors on a décidé de voter un budget pour changer ces portes. Ce budget monte environ entre 50 et 60 000 francs.
pour mettre des portes automatiques et portes pleines. Soit une dépense d'environ 1000 francs par propriétaire. Certains habitants se plaignent aussi de l'état des escaliers et des paliers. Certains veulent vitrifier, c'est 4000 francs. D'autres préfèrent mettre un tapis, c'est 100 000 francs. Je pense qu'on va opter pour la vitrification et on verra le tapis, disons que c'est plus un luxe. Le tapis, c'est le luxe. C'est plus le luxe, disons. Disons qu'une vitrification, une bonne vitrification, pour l'entretien et tout, est quand même primordiale. Ensuite vient le tapis, si on peut le faire, est agréable parce que atténue les bruits et tout. C'est agréable aussi, mais on ne pourra pas tout faire. Pour l'ascenseur et les escaliers, il faut faire appel à des entreprises spécialisées, faire des devis, et ce n'est pas André Fonteny qui s'en occupe. Pour cela, les copropriétaires mandatent un professionnel, le syndic. Des syndics, il y en a 7000 en France. Ce cabinet, c'est celui d'Alain de Quesnel. Il gère près de 170 immeubles à Paris, dont justement celui de M. Fonteny. Et si ce soir, il installe des chaises dans ses bureaux, c'est qu'il a convoqué tous les propriétaires de l'immeuble pour la traditionnelle assemblée générale annuelle. Cette réunion est importante. C'est là que chacun va donner son avis et voter pour ou contre les travaux à réaliser. Première étape indispensable, la signature du registre de présence. Lors des votes, chaque propriétaire dispose d'un certain nombre de voix selon la taille de son logement. On appelle cela des millièmes. Ainsi, celui qui possède un 4 pièces a plus de poids que celui qui est propriétaire d'un simple studio. En fonction des millièmes présents à l'Assemblée générale, ça conditionne la possibilité ou non de discuter d'une question. Pour les grosses décisions, un ravalement par exemple, il faut que la moitié des propriétaires au moins soit là, soit 500 millièmes. 349 millièmes. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a 34,9% de présents. 34% des présents, cela suffit quand même pour prendre certaines décisions qui s'appliqueront à l'ensemble des propriétaires. Première question, le tapis dans l'escalier. Est-ce que vous avez vu comment les gens dans l'immeuble, comment ils se comportent? Quand je suis arrivé, ils étaient déjà filmés. Moi aussi, quand je suis arrivé, il y avait des beaux tapis. Les gens sont pas raisonnables. Alors, une vitrification, ça se nettoie facilement. Monsieur Fonteny a fait ses calculs. Le remplacement du tapis, c'est environ 2000 francs par propriétaire. La vitrification, c'est 20 fois moins cher. Dans l'enveloppe qu'on a dit. Le vote est unanime. En 5 minutes, les propriétaires optent pour la vitrification. Voilà, voilà, c'est... Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est voté par l'Assemblée unanime. On peut passer à la question suivante. Pour la question suivante, les avis sont plus partagés. Il s'agit de voter le remplacement de la fameuse porte de l'ascenseur. Ça, c'est un problème de vie pratique. Bon, vous avez un système où vous êtes en Guiquiné, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes obligé de monter au 7e pour remettre la grille, pour reprendre l'ascenseur au rez-de-chaussée pour monter au 3e. Avec le panier de commission. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire là? Au premier rang, cette femme hésite. Elle n'habite pas dans l'immeuble, elle loue son logement. En plus, il est situé au premier étage. L'ascenseur est un confort dont elle peut très bien se passer. Et qui est partisan de laisser la porte actuelle? Cette fois, tout le monde n'est pas d'accord. Pour départager l'Assemblée, la secrétaire est donc obligée d'appeler chaque propriétaire. Monsieur, Madame Schmitt. Chacun vote en fonction du nombre de millièmes qu'il possède. Résultat. Très bien, donc adopté. Oui. 272 pour. Vote contre 85 et abstention 84. 3 heures plus tard, l'Assemblée générale se termine dans une ambiance plutôt conviviale. Tout le monde a été à peu près satisfait. C'est bien passé. Ça se passe toujours comme ça? Assez bien, oui, il n'y a pas de problème. Si dans cet immeuble, on prend le champagne à la fin des assemblées générales, ce n'est pas la règle partout. Car souvent, les propriétaires ne s'entendent pas entre eux. Guerre de voisinage, jalousie rendent parfois la gestion des immeubles épineuse. Le PEC, banlieue ouest de Paris, résidence Wilson, 267 propriétaires. Et ici, ce qui coûte le plus cher, c'est l'entretien au quotidien des 7 bâtiments et du parc de 3 hectares. 1 million de francs par an, plus cher que l'eau ou le chauffage. Pour certains propriétaires, c'est hors de prix. Ces 2 femmes ont créé au sein de la résidence un groupe minoritaire, le comité de vigilance. Dans un tract adressé à tous les résidents, elles dénoncent le laxisme du syndic. Économiser ne semble pas être le souci du syndic.
Nous considérons que nous ne pouvons plus faire confiance à ce syndic. Une résidence, ça s'entretient, c'est un patrimoine, il ne faut surtout pas le laisser dépérir. Or, au vu de la résidence, quand on a eu un moment, en faisant le tour de la résidence, où on a commencé à constater des délabrements sur les vies d'ordures, des délabrements sur les trottoirs qui n'étaient pas nettoyés, enfin, tout un tas de faits qui se sont accumulés et qui ont fait déborder le vase. Et elles ont même pris des photos. C'est ça. Déjà, Panneaux abîmés. Bancs cassés. Escaliers crasseux. Trottoirs jugés trop dangereux. Ou même égouts bouchés. Autant de preuves destinées à montrer au syndic que la société d'entretien ne fait pas bien son travail. Ramené à chaque propriétaire, l'entretien c'est environ 3 500 francs par an. À ce prix-là, on peut être exigeant. Alors, elles ont fait faire des devis concurrentiels. Il y a eu des devis qui ont été lancés à peu près sur une vingtaine de sociétés. Et qu'est-ce qu'elles vous proposent? De 900 et quelques mille, on a des sociétés qui proposent 600 et quelques mille, 650 000. Soit 300 000 francs d'écart pour le même travail. Une économie d'environ 100 francs par mois et par propriétaire. Ils ne sont qu'une petite trentaine à contester la gestion du syndic. Moi, je connais une résidence. Dans la résidence, on les surnomme les râleurs. Toutes ces questions-là, pour eux, c'est tout à fait secondaire. Et à la limite, en langage parlé, c'est chercher des poux dans la tête. Voilà, moi je trouve. Vous ne croyez pas, Catherine, c'est ça. Hein, c'est chercher des poux dans la tête. Nous sommes considérés comme des gens comme cela. Le syndic, nous l'avons rencontré. Monsieur et Madame Prével gèrent cette résidence depuis 14 ans. Ils ont tenu à nous montrer qu'ils faisaient bien leur travail et que les entreprises qu'ils font travailler ici sont sérieuses. Nous, on est extérieurs. On le voit ponctuellement lors de nos passages, lors de nos visites. Mais ça, les gens le vivent tous les jours. La propreté des cages d'escalier, l'environnement espace vert et le relationnel. Les espaces verts, justement, les Prével viennent donner les dernières consignes au patron de l'entreprise qui tond les pelouses. Ça va et vous? Très bien. Ça se passe bien? Ça y est? C'est en cours? Il n'y a pas de raison. Ça sera terminé quand? Ce soir. Monsieur Prével. Si Monsieur Prével veut que tout soit terminé ce soir, c'est que l'Assemblée Générale de la résidence a lieu dans 24 heures. Le clan des contestataires dénonce cet empressement soudain. Là, soudain, il y a un super nettoyage en une période très courte, quoi. Record, même, je dirais. C'est quasiment en règle générale. On voit des travaux qui se font à, allez, on va être large, 2 mois de l'Assemblée Générale. On attend, et puis les travaux se font à 2 mois d'une Assemblée Générale. Ça, c'est pas normal. Le lendemain, au cabinet du syndic, Madame Prével et sa secrétaire s'affairent. Dans quelques minutes doit commencer l'Assemblée Générale de la résidence Wilson. Vous avez mis des stylos? Elles emportent avec elles près de 12 kilos de documents. C'est une véritable expédition, l'Assemblée Générale? Oui, parce que si on veut répondre à toutes les questions, il faut avoir tous les documents. Si on n'a pas tout en mémoire, il faut pouvoir... Puis il faut aussi pouvoir sortir la preuve de ce que l'on dit. Il y a des copropriétaires qui vous demandent de justifier ce que vous dites? Bien sûr. Justifier aussi bien les courriers que j'ai pu écrire que les réponses que j'ai pu recevoir. Il faut justifier. On ne peut pas argumenter quelque chose uniquement verbalement. Et Madame Prével sait que ce soir, elle devra faire face au mécontentement d'une partie de la résidence. Pour elle et son mari, l'enjeu de l'Assemblée est important. La résidence Wilson, c'est 200 000 francs d'honoraires par an. La réunion se tient dans une salle des fêtes. Nous n'assisterons pas au débat. Certains propriétaires s'y sont opposés. Il faut dire que derrière ces portes, l'ambiance est houleuse. C'est dégueulasse. C'est ça. C'est une société qui nous coûte très cher. La seule chose, si vous voulez, c'est que... Il faut d'abord juger les actions du cabinet pour l'année 97. C'est votre point de vue. Je parle, je quitte. Ici, Alain. Regardez. Certains propriétaires sont écœurés et quittent la salle. L'Assemblée dure maintenant depuis près de 3 heures. La séance est suspendue quelques minutes et chaque clan tente d'expliquer pourquoi les débats sont si passionnés. On ne demanderait qu'à vivre tranquillement et dans un bon partenariat, parce que c'est comme ça. Et je crois que ce syndic, il a un petit peu oublié que ce n'est pas lui le châtelain de notre résidence, mais nous ne sommes pas les manants, nous sommes des copropriétaires qui demandons simplement l'exécution des travaux et que les prestations soient réellement appliquées. Alors ça n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont contre un petit peu toutes les décisions, simplement pour des raisons financières. Et qui voient plutôt leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt général de la copropriété. Les débats reprennent.
avec une question d'importance. Chaque année, c'est l'Assemblée Générale qui renouvelle le contrat du syndic. Et c'est là que l'on mesure réellement l'importance de la contestation. Minuit et demi, fin de l'Assemblée, et résultat des votes, les Prévels sont réélus pour la 15e année consécutive, avec plus de 65% des voix. Qu'on me fasse des critiques, pourquoi pas ? Puisque, je dirais entre guillemets, je reçois des honoraires pour faire un travail qui plaît, ou qui peut déplaire, parce que, bon, la seule chose, c'est que c'est une majorité qui l'a décidé, donc je l'exécute. C'est mon rôle. Par contre, lorsqu'un syndic est en place depuis 15 ans et qu'il n'y a pas de problème, il n'y en a jamais eu, c'est pas 10 personnes qui font changer un syndic, heureusement. Un syndic critiqué dans sa gestion. Des propriétaires tatillons, c'est classique. Mais parfois, le syndic a toutes les raisons de faire l'unanimité contre lui. Vitry-sur-Seine, banlieue sud de Paris. Dans cet immeuble, 185 copropriétaires, 185 personnes en colère. Il faut dire que la résidence est quasiment laissée à l'abandon. Et pourtant, les propriétaires paient ici entre 600 et 800 francs de charges tous les mois. Deux propriétaires ont décidé de réagir. Elles mettent en cause leur syndic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Vous pouvez nous montrer un peu ce que vous reprochez au syndic dans son manque d'entretien général de la résidence? Surtout au niveau de la sécurité, moi je dirais au niveau des balcons. Là. Des fois il y a des morceaux de pierre qui tombent. Et dû à un mauvais entretien. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, elles sont allées inspecter le local des vides ordures avec le gardien de l'immeuble. Et elles ont fait une étonnante découverte. Il manque toute la colonne d'évacuation. En vitesse, vous voyez, de 9 étages, ça s'explose quoi sur les murs, vous voyez. Des fois, il y a du sang, il y a des, je sais pas, vous voyez le genre, ils jettent n'importe quoi les gens aussi. Et vous arrivez à travailler dans ces conditions? J'ai pas le choix, parce que le syndic, je l'ai signalé plus que 10 fois. Chaque fois, oui, je vais appeler une entreprise, mais il n'y a rien à faire. Mais bon, il n'y a personne qui se plaint dans la résidence, parce qu'il n'y a personne qui descend ici, à part moi, que je descends 3 fois par semaine. Et je vais vous dire, en arrivant ici, je commence à penser déjà, hein, c'est pas facile à vivre, quoi. Et dans le local voisin, preuve est faite que l'entreprise d'entretien n'est pas passée depuis bien longtemps. La société, lorsqu'elle passe, normalement doit poser un bon de passage. Et depuis 1994, il n'y a pas eu d'autre étiquette. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas passée, qu'on a payé sans qu'elle passe. Des prestations fictives ou mal exécutées dans cet immeuble, ça ne manque pas. Le ménage laisse lui aussi clairement à désirer. Et pourtant, dans le relevé des charges, le syndic réclame aux propriétaires pour l'entretien des cages d'escalier 25 800 francs tous les mois. Les propriétaires en ont eu assez. Ils ont cessé de payer leurs charges, ils ont remercié le syndic et ils l'ont remplacé. C'est Marc Fontenoy, spécialiste des copropriétés en difficulté, qui a été choisi par les propriétaires pour redresser la situation. Il vient sur place proposer un plan de sauvetage. Mon combat n'est pas un combat pour refaire le monde, ainsi de suite. Mon combat est, j'ai une copropriété dont vous m'avez élu syndic. Mon combat, ça va être de savoir comment je peux arriver à vous convaincre pour apurer ces comptes, comment je peux arriver à vous convaincre pour pouvoir faire les procédures, pour rétablir votre copropriété. Combien de temps il vous faut pour remettre la copropriété sur les rails? Un an. Mais il faut que les gens ils payent quand même leurs charges courantes. Vous ne pouvez pas laisser une famille ne pas payer au moins les charges courantes. Sinon, sans arrêt, la dette augmentera. Quand on voit l'état de la copropriété, on n'a pas envie de payer déjà. Tout à fait. Même si le syndic nous dit je fais une bonne gestion, le copropriétaire, quand il descend de chez lui, il veut que ce soit propre, il veut pas des vitres cassées. Je veux dire, comme vous dites, le copropriétaire est quelqu'un de responsable. Il sait bien que c'est pas en 6 mois qu'il va avoir un ravalement, qu'il va avoir des terrasses, qu'il va avoir des extérieurs qui vont pousser. Et là, ça va mettre quand même du temps. Les copropriétaires actuellement ne sont pas prêts à payer un ravalement, des choses comme ça. Marc Fontenoy a en face de lui des propriétaires désabusés. Alors pour regagner leur confiance, il a sa technique. On a une tradition, nous, c'est de faire voter des plantations sur plusieurs résidences, que pour montrer que ça change, on plante. Planter 20 arbres, je veux dire, c'est 10 000 francs, pas plus, quoi, je veux dire. Hein, le gardien peut mettre les trous. Pour 10 000 francs, on change l'état d'esprit de la résidence. Charge trop lourde, manque de transparence dans les comptes, les syndics ont mauvaise réputation et c'est souvent justifié. Pour s'en persuader, il suffit de se rendre à l'ARC, l'une des associations de défense de copropriétaires.
Dans ces dossiers, des centaines d'immeubles mal gérés par leur syndic. Ce sont des personnes qui se rendent compte que la gestion de leur immeuble est sûrement pas très bien faite, donc ils viennent nous solliciter pour avoir notre avis. Et après, donc, on les aide à améliorer la gestion et à avoir un œil critique sur les charges. Donc c'est essentiellement des copropriétaires individuels qui viennent. Après, on les incite à contrôler le syndic. Puis on voit avec eux les différentes charges qu'il y a et on essaie de faire baisser les charges et d'améliorer la gestion et résoudre les différents problèmes qui peuvent se présenter. Dans un immeuble, l'une des dépenses les plus importantes et sans doute la plus facile à contrôler, c'est le chauffage. Cette femme est une propriétaire avertie et si elle nous emmène dans la chaufferie de son immeuble, c'est qu'elle a constaté que son syndic achète le fioul trop cher. Sur cet immeuble, il m'a semblé qu'il y a eu un moment, le prix du fioul était à 2,44 francs sur mes charges et par ailleurs, je savais que sur une grande surface, je pouvais l'avoir à 1,88 franc. Ça fait quand même presque 60 centimes d'écart. Sur l'année 96, j'ai calculé qu'il aurait pu avoir à peu près 25% d'économie. Sur l'année 97, 28% d'économie. Ça représente quelle somme à peu près? Là, ça faisait à peu près pour un appartement de 2 pièces, 1500 francs. Par an. Un appartement? Pour un appartement sur un an. Pour une copropriétaire, elle aurait pu payer 1500 francs de charges en moins si le prix du fioul avait été mieux négocié. Chantal Janet a même pu constater dans son relevé de charges du 4e trimestre 1996 un prix aberrant. 2000 litres facturés plus de 10 700 francs, soit 5 francs et 37 centimes le litre, 2 fois plus cher que le prix du marché. Erreur de gestion ou malversation, le syndic concerné n'a pas souhaité nous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que des syndics malhonnêtes, ça existe. Depuis 3 ans, la justice s'intéresse à certains d'entre eux. La presse s'en fait l'écho régulièrement. On parle de raquettes organisées. Certains touchent des commissions de la part d'entreprises qu'ils font travailler. Et l'on apprend que les appels d'offres pour des travaux dans des immeubles sont truqués. Sur la seule région parisienne, plus de 400 entreprises sont soupçonnées d'arroser une centaine de syndics. Pour un syndic, toucher des bakchiches de la part d'une entreprise, c'est interdit. Ces honoraires ne doivent provenir que des copropriétaires. C'est ce que confirme avec force le président de la principale fédération qui regroupe les syndics. L'entreprise ne doit jamais rien verser au syndic. L'entreprise ne doit rien verser au syndic. Nous souhaitons une chose, nous, c'est que la justice passe, qu'elle rende son verdict, soit des non-lieux, soit qu'elle condamne. Mais ceux qui seront condamnés seront immédiatement exclus dans les 24 heures et de notre fédération et de notre caisse de garantie. Et pourtant, la justice possède des témoignages accablants pour les syndics, comme celui d'un employé de Technique Plastique, une entreprise de ravalement de la région parisienne. L'homme parle aux gendarmes. Il vient d'être licencié et apporte des preuves. Et notamment cette note intitulée « Majoration exceptionnelle de nos offres ». Suit une liste de syndics, plus d'une cinquantaine, à qui Technique Plastique versait des commissions de 5 à 10%. En contrepartie, l'entreprise était sûre d'être sélectionnée lors des appels d'offres pour la réalisation des ravalements. Technique Plastique n'est pas la seule entreprise concernée. Un homme aujourd'hui parle, vous ne verrez pas son visage, pour la justice, c'est un témoin capital. Pendant 25 ans, il a travaillé comme comptable auprès de nombreux syndics. Il confirme que ces commissions alourdissaient les charges des copropriétaires. Qui paye au final ces commissions? Au final, ce sont les copropriétaires, puisqu'il y a une surfacturation des marchés. Vous pouvez nous prendre un exemple? Oui, un ravalement à 100 000 francs, on peut le chiffrer à 110 000. Et ces 10 000 francs sont perçus par le syndic. L'entreprise qui verse les commissions est forcément plus chère, puisqu'elle doit majorer le prix des travaux. Comment peut-elle alors remporter le marché? La technique est pourtant très simple. Comment faire, dans le cadre d'une situation de concurrence, pour qu'effectivement l'entreprise la plus bakchichante, en quelque sorte, soit choisie, alors qu'elle a de bonnes chances d'être la plus chère? Eh bien, c'est très simple, on organise une fausse concurrence. C'est-à-dire qu'on demande à l'entreprise qu'on a choisie d'avance, avec laquelle on a un accord de commissionnement, on lui demande de procurer des devis, de faux devis d'entreprises concurrentes. C'est-à-dire qu'on organise une fausse concurrence apparente. Avec des fausses en tête de lait? Et dans certains cas, on a trouvé que telle entreprise, telle société avait à son siège social, les papiers en tête d'autres entreprises dites concurrentes. Ces entreprises qui obtiennent des marchés avec la complicité d'un syndic sont très généreuses.
Pour monsieur et madame le gestionnaire de l'immeuble, un voyage de 15 jours à la fin de l'année en Californie. Et ça, c'est la note récapitulative d'une entreprise qui fournit du fioul. Près de 870 000 francs de voyage à l'île Maurice et à Bali pour une dizaine de cabinets de syndic. Rien qu'en Île-de-France, entre 1990 et 1995, près de 100 millions de francs de pots de vin, commissions et voyages auraient été versés à des syndics. Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de ces pratiques? Jusqu'à ce que l'affaire technique plastique éclate, c'était quasiment généralisé. Je vous dis, celui qui ne le faisait pas avait l'air d'un imbécile dans la profession. Et aujourd'hui? Ils ont eu peur. Donc ça s'est très nettement calmé. Il doit y avoir quelques-uns qui doivent pouvoir continuer, mais je crois vraiment que là, la pratique du bakshish, ils ont dû l'interrompre. Si l'on en croit certains syndics qui ont accepté de nous parler de ces commissions occultes, cette pratique n'a pas totalement disparu. Alain Dequesnel reçoit encore parfois des propositions de bakshish de la part d'entreprises qui souhaitent travailler avec lui. Il y a deux catégories de propositions. Il y a les verbales et puis les écrites. Et puis il y a les écrites qui laissent entendre que... Voilà, on avait par exemple un cabinet de courtage d'assurance qui le 3 juillet 96, donc c'est quand même relativement récent, nous parlait de ses contrats, etc. Et ça se terminait une possibilité d'intéressement dans le cadre d'une collaboration suivie. Ça voulait dire quoi? Ça peut s'interpréter comme si vous nous donnez des polices d'immeubles, des polices d'assurance d'immeubles, on va pouvoir vous intéresser, donc vous donner un pourcentage sur le montant. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous leur répondez? Non. Ça, j'ai jamais répondu à ces courriers, je les transmets au syndicat des courtiers d'assurance. Alain Dequesnel n'est pas seulement courtisé par les entreprises, mais aussi par les banques. Car près de 60 millions de francs transitent chaque année dans son cabinet. Alors pour qu'il transfère son compte dans une agence, certains établissements savent s'y prendre. Une nouvelle destination, après Séville, New York, le Brésil, aujourd'hui le Canada. Un petit voyage. Un petit voyage. Alain Dequesnel gère près de 170 immeubles. Les entreprises le savent et le sollicitent en permanence. Mais en 30 ans de carrière, l'homme s'est constitué son propre annuaire. 200 corps de métier y figurent, des sociétés qu'il juge honnêtes et compétitives. Il y a des plombiers, des électriciens, des chauffagistes, des ravaleurs, du débarras, de la dératisation. C'est des gens que vous avez répertoriés, pour quelles raisons? Alors c'est des gens qu'on a répertoriés parce que c'est des gens avec lesquels on n'a pas de problème. Dans la mesure. Non. Si vous voulez une entreprise de plomberie où à chaque fois qu'ils interviennent dans un immeuble, on a une plainte parce que le travail est mal fait, parce qu'ils se sont disputés avec les gens sur place, ou parce que le gars est arrivé, il était tellement crasseux que les gens n'ont pas voulu le laisser entrer dans leur salle de bain, on prend plus. Alors que quand on entend parler de rien, qu'on reçoit la facture et qu'elle est contestée par personne ensuite, a priori l'entreprise est bonne. En fait, une copropriété qui marche bien, ça ne tient pas forcément à la compétence du syndic, mais aussi à des propriétaires qui s'investissent dans la gestion de leur résidence. Alain Dequesnel nous emmène vers un immeuble qui ne lui demande pas trop de travail. Ici, l'homme qui a pris les choses en main, le voici, Robert Coursier, il est à la retraite. Son temps libre, il a décidé d'en faire profiter les autres. Son obsession, faire des économies à ses voisins. Pour régler les grooms, par exemple, des portes, vous savez, qui se ferment, 1 ou 2 fois par an, il faut que ça soit réglé suivant la température. Donc si on fait venir quelqu'un, dès que je peux le faire moi, je le fais. Donc ça économise 500 ou 1000 francs de déplacement pour la communauté. Mais ce dont Robert Coursier est le plus fier, c'est la cage d'escalier. Donc c'est cette cage d'escalier qui a été peinte par des copropriétaires de l'escalier eux-mêmes. Pour repeindre cette cage d'escalier, les entreprises demandaient 50 000 francs. Ici, les copropriétaires ont préféré le faire eux-mêmes. Résultat, une économie de plus de 25 000 francs. Et ceux qui savent pas bricoler? Ah ben, ils ne le faisaient pas, hein. Mais enfin, certains... Vous apportez les cafés. Voilà. Oui. Hein? Et vous, c'est la première fois que vous voyez ça? C'est la première fois que je vois ça aboutir, oui. Oui. Et donc, je suis admiratif parce que je les avais mis en garde en disant vous n'allez pas y arriver et puis l'année prochaine, vous serez tous fâchés entre vous. Et ben, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Et voilà. C'est au contraire augmenter la solidarité dans cet immeuble. Les gens se connaissent beaucoup mieux maintenant. Et je trouve ça très sympa. La solidarité dans un immeuble, c'est le maître mot, mais elle peut avoir des conséquences beaucoup moins conviviales, celle-là. Les parties communes, comme leur nom l'indique, appartiennent à tous les propriétaires, et du coup, chacun en est un peu responsable. Du reste,
Il y a toujours des gens dans toutes les caves qui laissent des objets divers et variés. Là, faut pas se plaindre, il y en a pas trop. Hein, il y a bien pire. Parce que quelquefois, on trouve carrément des vieux matelas, des vieux vélos, puis on a une cuisinière. Oui, ça, je sais ce que c'est. Donc, on m'a promis de l'enlever un jour ou l'autre. Hein, oui. Oui, mais il y a combien de temps? Il y a plus d'1 an. Enfin. Ben, on n'intervient pas? Non, elle va le faire. Elle avait déjà un buffet, elle avait autre chose. Et donc, quand on ne sait pas qui a posé quoi, bah, le jour où ça envahit trop, il faut payer un débarrasseur pour enlever ça, et c'est partagé entre tous les copropriétaires. Voilà, à la charge de tout le monde. Ça, c'est embêtant. Pour ceux qui font attention, quoi. Pour vous qui êtes copropriétaire, quelle qualité il faut avoir pour accepter d'être copropriétaire? Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Ah bah, le copropriétaire doit suivre les règles générales. Il y a quand même un règlement. Hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'extérieur de son appartement. Hein. Être copropriétaire, c'est aussi accepter certaines contraintes. À la différence d'une maison, lorsque vous achetez un appartement, le notaire vous remet le règlement intérieur de l'immeuble, une liste d'obligations qu'il vaut mieux respecter, sinon tous les habitants de l'immeuble en paieront le prix. Bonsoir Nathalie Renard. Bonsoir. On vous a vu dans ce reportage, vous êtes en un mot du côté des copropriétaires. Vous les aidez à y voir plus clair dans le montant des charges qu'ils ont à payer. Des charges parfois excessives, liées aussi parfois à des pratiques frauduleuses, comme on l'a vu à la fin du reportage. On entendait Maître Bergès qui disait que c'était une pratique extrêmement répandue, pratiquement tout le monde le faisait, les syndics qui prenaient des bacs-chiches. Vous confirmez ? Alors il est vrai qu'il y a quelque temps, la plupart des entreprises demandaient des bacs chiches pour travailler pour les copropriétés. Donc c'était essentiellement vrai pour les copropriétés où les copropriétaires n'étaient pas vigilants et où le syndic faisait un petit peu ce qu'il souhaitait. Et c'était très répandu ? Vraisemblablement. On n'a pas de chiffres, donc c'est difficile, mais c'est vrai que c'est assez souvent un vrai problème. C'est fini ? Il semble que ce soit fini. En même temps, on ne peut pas s'en assurer. Il peut toujours y avoir des accords entre syndic et entreprise. Par exemple, faire des travaux pour un syndic à titre personnel. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement... Et on le fait payer par Alors la ça se retrouve effectivement sur les frais de la copropriété, inclus dans les prix des devis ou des contrats qui sont faits pour la copropriété. Est-ce qu'il y a des clignotants? Il y a des techniques pour repérer, quand on est copropriétaire, des syndics qui sont pas très scrupuleux ou pas très compétents? Est-ce qu'il y a des moyens de détecter ça? Le premier point est sûrement de regarder ses charges. Si on se rend compte que les charges n'augmentent pas d'une manière de plus de 5% d'une année sur l'autre, c'est déjà un bon signe. Plus de 5%, c'est difficile à analyser, mais en même temps, il faut, si vous voyez que par exemple, qu'un poste comme l'ascenseur augmente de 5 ou 10% par an, c'est un petit peu anormal. Donc il faut être très vigilant et très souvent remettre les différents contrats en concurrence, faire appel aux autres sociétés. On peut virer facilement un syndic ? Pas forcément, il faut surtout bien informer les copropriétaires, les mettre au courant des différents problèmes, les sensibiliser, les informer pour qu'ils viennent à l'Assemblée Générale. Et c'est vrai qu'il y a une majorité qui est assez simple à obtenir quand même, mais ça se prépare. Alors il y a aussi la question des mauvais payeurs. Cela peut arriver. On va aller dans un immeuble à Noisy-le-Grand, dans l'est de Paris, une résidence où il y a 58 appartements. Les 9/10 des copropriétaires sont des gens qui ne payent pas normalement leurs charges. Alors le syndic, malgré tous ses efforts, a du mal à entretenir l'immeuble. Résultat, l'immeuble n'est pas bien entretenu, tout ça part un peu à l'abandon, et c'est un enfer pour ceux qui payent eux normalement leurs charges. Regardez. Voilà l'état des boîtes aux lettres. Voilà, ici, on a la présence de compteurs des copropriétaires qui est à l'appui au temps. Ça doit faire 4-5 ans que la porte est dans cet état-là. Sans compter le danger que l'appui puisse tomber dessous. On va aller visiter le parking. Donc on a deux syndics différents qui nous demandent des charges pour visiblement un parking qui n'y a ni électricité ni porte, qui a un coût de fonctionnement 0. Et les charges s'élèvent à combien? Pour le parking, pas très élevé, une centaine de francs. Par mois? Par mois. Les escaliers, il n'y a plus de ménage, il n'y a plus rien. C'est les copropriétaires à tour de rôle qui faisons les escaliers. J'en suis à 900 000 francs de remboursement de mon appartement, valeur marchande, même pas 340 000, j'arrive pas à le vendre à 340 000 francs, donc on fait la différence, hein. Ça c'est la perte sèche,
plus toutes les avances de trésorerie que j'ai fait au niveau de la copropriété. Tout ça perdu, à fond perdu. Mon seul souhait, c'est de partir. Je suis propriétaire, mais il faut que je me défasse de mon boulet. C'est un appartement qui est devenu un boulet. Un boulet parce que lui, Michel Chartier, il paye ses charges, il en paye même plus que d'habitude parce qu'en raison des impayés, il faut qu'il paye pour les autres. On lui a demandé l'année dernière plus de 6 000 francs de charges alors que d'habitude, il en a à peu près 3 000 par an à payer. Alors est-ce que c'est fréquent ce genre de situation ? Malheureusement, oui, ça peut concerner quasiment 10% des copropriétés qui ont donc des difficultés financières. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on paye normalement et qu'on est confronté à ce genre de situation ? La première des choses, c'est s'engager auprès de la copropriété pour être élu à l'Assemblée Générale, pour surtout faire une révision des charges, pour amener une baisse des charges, pour ainsi diminuer les impayés. Et puis surtout, il faut suivre les procédures et les démarches qui sont engagées auprès des mauvais payeurs, à la fois pour trouver des arrangements amiables ou pour faire en sorte que les procédures aillent le plus rapidement possible. Oui, parce que s'il y a des impayés, c'est que les gens ne peuvent pas payer. Donc baisser les charges, c'est baisser les coûts d'entretien de l'immeuble. C'est baisser les charges trimestrielles et permettre aux familles de pouvoir payer plus facilement leurs charges et donc limiter l'augmentation des impayés. Alors, on a vu le cas des propriétaires, le cas des locataires. Que se passe-t-il quand un locataire conteste le niveau des charges qu'il a à payer ? Est-ce que cela peut arriver et auprès de qui peut-il le faire ? Il doit demander au propriétaire la justification de ses charges, mais après, c'est vrai qu'il a peu de moyens d'obtenir une baisse des charges. Une fois qu'il les a acceptées. Voilà. Alors, une dernière question que se posent parfois ceux qui veulent installer des antennes de télévision sur leur balcon pour recevoir télévision par satellite, par exemple. Est-ce qu'il y a des démarches à suivre ? Est-ce qu'on peut vous empêcher de mettre une antenne ? Alors, il faut avant tout avoir une autorisation d'Assemblée Générale. Si cette autorisation n'est pas donnée, à ce moment-là, il faut quand même installer un système collectif pour permettre à cette personne-là de recevoir les antennes qu'elle souhaite. Un système collectif, c'est-à-dire ? C'est-à-dire une antenne commune à tous les copropriétaires. Qu'on met sur le toit de l'immeuble. Voilà, par exemple. Alors, merci. On a vu ce que coûte un immeuble en entretien, en charges diverses. Il peut aussi rapporter de l'argent parfois. Tournage de films, emplacement publicitaire, émetteur pour les téléphones portables. Oui, les toits d'immeubles sont très prisés. Tout ça peut rapporter de l'argent. Revue de détails avec Marc Garmirian et Tony Casablanca. Dans cette maison, à une 50aine de kilomètres de Paris, sont passés tous les grands acteurs du cinéma français. Pourtant, sa propriétaire, Madame Insky, ne les connaît pas personnellement. Je vais aller annoncer la nouvelle à Jacqueline. Et puis tout de même... Dans son jardin sont venus Jean Gabin et Jean de Sailly. C'était en 1958 pour un film, Les Grandes Familles. Elle a même eu droit à la visite de Jean-Paul Belmondo en 1976 pour Le corps de mon ennemi. Car extérieur ou intérieur, cette maison plaît beaucoup aux gens du cinéma. Donc ça, les cinéastes, quand ils voient ça, ils sont effectivement ravis, vous vous imaginez, voilà ici, là, l'escalier, l'entrée. Qu'est-ce que vous voulez une prime, vous ? L'escalier le voilà en vedette dans Pourvu que ça dure en 95 avec Emmanuel Seigné et Tiki Olgado. Et ici, la bibliothèque, la plus connue, la plus tournée. Elle a beaucoup servi, énormément. Tu lui trouves un petit job, pas flippant, bien payé. La bibliothèque dans Tête à claque en 1981 avec Fanny Cotenson. Toi aussi, tu le pourras laisser. Je n'aime pas qu'on parle sérieusement des choses importantes. Des tournages ici, il y en a eu près d'une 60aine en 20 ans. Ah, si vous savez dans quel état je suis quand il y a 50 personnes, vous êtes 3, mais... À chaque fois, c'est une équipe de 50 personnes qui débarquent. Ce jour-là, c'était des Chinois. Madame Insky avait sorti sa caméra vidéo pour filmer le tournage. C'est tout l'escalier, les Chinois. Si elle dit souvent oui, ce n'est pas seulement parce qu'elle aime le cinéma. Premier avantage, elle hérite des décors créés pour l'occasion. Tout ça, ça a été fait par eux. Bon, un autre lit, je crois le lit, je n'ai pas laissé. Ça, ils ont fait, au mieux, c'était tout blanc. À la fin, j'ai laissé parce que c'est pas si mal que ça. Et sa maison, elle la loue. En moyenne, 10 000 francs la journée, une vraie rente à l'année. 100 000 francs à peu près. Hein. Par an. Oui, par an, s'il vient. C'est parce qu'il ne vient pas chaque année. Ça vous paye l'entretien de la maison? Pas totalement, mais une partie, ça aide.
Mais pas besoin d'avoir un château pour gagner de l'argent avec le cinéma. Dans cette agence spécialisée à Boulogne, en banlieue parisienne, plusieurs centaines d'appartements ou de maisons sont répertoriés, photos à l'appui. Les metteurs en scène viennent ici faire leur marché. Bruno Choris, le responsable de l'agence, doit avoir de tout. Minimum requis pour un appartement 100 mètres carrés, quel que soit le style. Il a son système de classement, appartement classique, haussmannien, chalet, ferme ou comme ici, loft. Même décrépit, votre appartement l'intéresse. Tous les styles sont demandés. Vraiment, il n'y a aucun critère de sélection sélectif à ce niveau-là. Tout est demandé, tout est demandé, tout est demandé. Que ça soit aussi bien dans le type de lieu, la famille dans laquelle il peut appartenir, que dans son ambiance. Il y en a un exemple que je trouve très parlant. Donc celui-ci, si vous voulez, par rapport, vous voyez, on voit par rapport à sa déco, là ici, les plates sont ronds, un peu partout. Mais ça, c'est pas rédhibitoire. Voilà, vous voyez. Non, au contraire, ça peut demander parce que c'est un style. Parfois, les metteurs en scène ne recherchent que les parties communes d'un immeuble, entrée, palier ou escalier. Donc là, c'est un escalier où justement, ça m'est arrivé régulièrement de le louer pour des longs métrages ou des publicités parce que justement, ils ont besoin de faire une sortie. Alors, c'est très souvent... Ne louer que l'escalier ? Que l'escalier, absolument. Sa dernière affaire, Bruno Choris l'a faite avec cet appartement de 120 mètres carrés. Il est situé à Paris, dans le 17e arrondissement. C'est au 6e étage qu'habite Carole Dezard, la propriétaire. Dans quelques heures, son salon va pour la première fois se transformer en plateau de cinéma. Alors, Michel, ici, tu fais... Tous les tournages commencent par un état des lieux. C'est le rôle de Bruno. En face de lui, c'est le régisseur du film. Il vient préparer le terrain pour l'équipe de tournage. On va pas faire un état des lieux précis de tous les bibelots et autres, mais on fait un petit peu attention au fait qu'il y aura plein de choses un peu fragiles. Donc là, je peux enlever mon miroir, mes vases. Oh, bien sûr, je pense à mes vases, à mes meubles, mais non, je suis sûre que tout va bien se passer. Pas d'inquiétude, avec l'état des lieux, le contrat prévoit une assurance en cas de dégâts. Là, il y a déjà une partie La motivation de la propriétaire, c'est la curiosité. Mais il n'y a pas que cela. L'appartement est loué 4 000 francs pour une journée de tournage et le règlement se fait à l'avance, c'est l'usage. Madame Dezard, je vous remets comme convenu ce chèque de 4 000 francs. Merci. Ma foi, ils vont arriver d'ici 20 minutes. Donc, vous vous inquiétez pas, il va y avoir un petit côté massif jusqu'à 15h, beaucoup de remue-ménage. Mais au final, vous verrez quand même qu'on va bien s'amuser jusqu'à 20h. Voilà. J'espère. Bonjour. Bonjour. C'est parti pour un grand remue-ménage. Le film s'appelle Le Grand Chelem. Il raconte une soirée de réveillon. C'est pour cela qu'on installe un sapin de Noël. Mais la décoration reste très simple. On garde les meubles des propriétaires, seule cette télé est rajoutée. Lui, c'est Philippe de Chauvron, le réalisateur du film. Ce sera son premier long métrage. S'il a choisi ce décor naturel plutôt que de reconstruire un appartement en studio, c'est essentiellement pour faire des économies. On ne tourne que 3 heures sur place. On va avoir 2 heures d'installation, 3 heures de tournage, 1 heure de démontage, et que ça ne serait pas rentable, nécessairement pas rentable, de tourner en studio. C'est 10 fois plus cher en fait. Entre la location du décor, les salaires, la matière première, on aurait plus tourné autour de 40 000 francs. Pour le même décor en studio. Pour le même décor en studio, oui. La scène sera tournée dans le salon, mais l'équipe de 20 personnes s'étale jusque sur le palier, vite envahie par les caisses. C'est dans cette ambiance qu'arrive Xavier Dezard. Il rentre chez lui juste avant le début du tournage. Il pensait travailler dans son bureau et passer quelques coups de fil. Ce ne sera pas possible. Non, mais là, personne. Regarde notre salle. Tu vas voir, c'est pas mal comme ça. Un peu de changement quand même. En moins de 2 heures, c'est un véritable plateau de cinéma qui va se monter avec rail de travelling et éclairage. On part à la chambre de Victoria, je te dis. Ah bon ? La chambre est un peu bouleversée aussi. Et la surprise, la chambre de la petite Victoria, 1 an, a été transformée en loge de maquillage pour les comédiens. La chambre, t'as vu la chambre est pas minuscule maintenant. Pour une répétition, les propriétaires ne sont plus vraiment chez eux. Philippe te donnera un top. Hein. Ouais, t'es dedans là. C'est assez vite. Hein. Et ce Cousteau, là, quand même, il est extraordinaire. Quel souffle. Vous vous rendez compte, les filles, il plonge encore à son âge. Victor, il est mort. Ah bon ? Il s'est noyé. Tu confonds pas avec Haroun Taziev ? Ok, merci.
Donc vous êtes plutôt fier pour le moment. Fier, je sais pas, content, oui, surpris également, très surpris. Action. Si l'appartement des Deux-Arts a été choisi, c'est que son atmosphère correspond parfaitement à celle du scénario. La famille jouée par les comédiens semble avoir toujours habité ici. La scène se joue depuis une demi-douzaine de fois. Cela fait maintenant plus de 2 heures que le tournage a commencé. Carole Deux-Arts s'ennuie. Elle va faire un petit tour sur le palier. C'est là que se trouve la cantine de l'équipe. Et heureusement, ses voisins sont compréhensifs. Allez, merci. Je suis pas angoissée du tout parce que je suis sur le palier alors que la scène se passe à l'intérieur de mon appartement, j'y suis même pas, donc non, je suis pas angoissée. Oui, mais de toute façon, on verra bien. Le tournage s'est terminé dans les temps. À l'arrivée, ce qui a été tourné ici représentera 1 minute du film. Quelques aiguilles de sapin en plus et les propriétaires retrouvent leur appartement dans l'état où ils l'avaient laissé. Ou presque. C'est l'effet d'une tornade, quand même, cette affaire-là. Hein. Ils arrivent à toute vitesse, on arrive, on n'est plus chez soi. Et puis finalement, on repart, on a l'impression d'avoir une espèce de mirage. Hein. Oui, ça s'est vraiment très très bien passé. C'était beaucoup plus calme que j'aurais pu penser. Et tout est en ordre en fait. Hein. C'est juste un peu sale, mais à part un coup d'aspirateur, tout est en ordre. Rentabiliser son logement avec des tournages, c'est possible. Mais on peut aussi gagner de l'argent avec son immeuble, à condition qu'il ait un mur aveugle. Ces espaces intéressent énormément les sociétés d'affichage. Nous sommes avenue Marceau à Courbevoie, à côté de Paris. C'est ici qu'habite Anne Fraboni. Avec les 11 autres copropriétaires de cet immeuble, elle profite d'une redevance annuelle de 33 000 francs grâce à ces 2 panneaux installés sur son mur latéral. Une redevance qui est payable annuellement, d'avance, et qui, à nous, copropriétaires, nous permet de faire de l'entretien, parce qu'on habite un vieux bâtiment. Cet argent, il l'utilise de façon très concrète. La première année, on a touché 24 000 francs, 25 000. On a fait poser un interphone et on a fait mettre la terre dans l'immeuble. L'année suivante, c'est la façade arrière de l'immeuble et les fenêtres de la cage d'escalier qu'ils ont fait réparer. Coût total de la facture, 28 000 francs, payé grâce aux panneaux publicitaires. Tous les gros travaux sont financés par cette redevance. C'est-à-dire que ça coûte 0 francs aux copropriétaires. La peinture de la cage d'escalier et l'étanchéité du toit, ce sera pour l'année prochaine. Et tout cela sans aucun inconvénient, même visuel. Honnêtement, je ne le vois pas. Un panneau comme cela, ça peut rapporter de 500 francs à plusieurs dizaines de milliers de francs. Tout dépend du nombre de gens qui passent devant tous les jours. Mais quand la voirie s'en mêle, comme ici à Ivry, rien ne va plus. Depuis 2 ans, cette rue est en sens unique. Du coup, les automobilistes ne voient plus ce panneau. Le contrat a été suspendu, c'est 4 000 francs de moins pour les propriétaires de l'immeuble et l'afficheur n'a même pas pris la peine de l'enlever. Mais en ce moment, l'endroit qui peut vous rapporter beaucoup d'argent, c'est votre toit ou votre terrasse. Avec l'explosion du téléphone portable, ces antennes fleurissent partout. Plus de 12 000 sites comme cela existent en France. Il y en a tous les 500 mètres dans les grandes villes. Votre immeuble peut-il intéresser un opérateur? Nous sommes allés voir chez Bouygues Télécom. Ici, pour chaque quartier, on fait des simulations pour rechercher l'emplacement qui permettra de couvrir la plus large zone. Le but, c'est qu'il y ait le maximum de rouge sur cette carte. Et les bâtiments idéaux ne sont pas toujours les plus hauts. Si vous voulez, il n'y a pas de hauteur théorique. Elle c'est en fonction de façon à ce que les ondes puissent se propager dans tout le quartier. Et convaincre les propriétaires de louer leur toit, ce n'est pas si facile. Les antennes font peur. Sur les copropriétés, je dirais que le taux de refus, c'est 80%. Dans 80% des cas, on vous ferme la porte au nez. On ne nous ferme pas la porte au nez, mais on refuse qu'on installe nos antennes. Des questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que ça va brouiller la télévision? Premièrement. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que ça va nous empêcher de dormir? Selon les opérateurs, la réponse est non. Ça ne fait pas de bruit et ça ne brouille pas non plus la télévision.
Par contre, cela nécessite des travaux importants étalés sur plusieurs semaines. En contrepartie, il y a un loyer. C'est plus. Mais il faut pour cela que le site soit irremplaçable, comme ici, près de Montmartre. C'est là qu'habite Monsieur Blanc. Alors nous avons toute une installation de téléphonie mobile. C'est-à-dire SFR a installé 3 antennes à 120 degrés. Vous en avez une derrière vous ici. On doit en apercevoir une dans ce coin. Et puis la 3e, il faudra faire le tour du bâtiment. Au départ, il nous proposait 25 000 francs. Donc la somme était faible par personne. Donc ça ne nous intéressait pas en dessous d'un certain prix. Évidemment, notre immeuble étant très bien placé, on a sans doute pu obtenir des prix plus intéressants. Ils ont obtenu près de 80 000 francs de loyer par an. Cela représente près de 10% des charges de cet immeuble. Mais les toits qui rapportent le plus d'argent, les voilà. Ici, les publicités se voient de loin, elles sont lumineuses. Et pour les regarder, il y a du monde. Nous sommes à l'endroit de France où il y a le plus de trafic automobile. Plus de 200 000 véhicules par jour empruntent le périphérique parisien. Gaëtan Deodato est l'un des hommes qui installe ces publicités. Et il sait que sur le périphérique, tous les immeubles ne se valent pas. Il y a une portion de bitume bien meilleure que les autres. Entre la porte de la Chapelle, qui est l'accès depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, jusqu'au quartier de la Défense. C'est la route qui est empruntée par les présidents, on appelle ça aussi la route des présidents. Les présidents de société. Les présidents, bien sûr, de société. Et lorsqu'ils roulent sur le périphérique, les présidents des grandes sociétés aiment voir leur marque briller sur les toits. Les propriétaires, c'est un loyer minimum de 50 000 francs par an. Le record, le voilà, porte de Clichy, 2 bâtiments avec une vue imprenable sur le périphérique, couverts de pubs des 2 côtés. Au total, c'est 600 000 francs de redevances par an. Mais ces pubs n'ont pas que des avantages. Ici à Clichy, ces 2 panneaux, c'est 300 000 francs par an. Mauricette Millou est propriétaire de son 3 pièces dans cet immeuble depuis 22 ans. L'avantage évident, il apparaît sur le relevé de charge envoyé par son syndic. Pour elle, la ristourne, c'est 2000 francs par an. Et puis l'autre. Les 2 sont là. Mais elle plaint certains de ses voisins qui habitent tout en haut. Au niveau des ennuis, si vous voulez, les étages supérieurs se plaignent que les jours de grand vent, ça fait des bruits intempestifs, dirons-nous. Des bruits et de la lumière. Pas toujours facile donc d'habiter dans ce genre d'immeuble. Alors, avant d'acheter ou de louer, mieux vaut visiter la nuit. Voilà, dernier conseil. Donc, cette émission est terminée. Merci à Xavier Bodin-Hulin, François Ducroux et toute l'équipe avec qui nous l'avons préparée. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Capital dans 15 jours. Les Seigneurs de la Terre, consacré à l'agriculture. La semaine prochaine, vous retrouverez Florence Daucher pour un document de zone interdite sur les Champs-Élysées. Et tout de suite, l'équipe de Culture Pub. À bientôt. Bonsoir.